L'heure est-elle venue pour l'Afrique de trouver sa souveraineté numérique? On en parle avec Alain Delium. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez T4H, Technology for Humanity, porteur depuis plus de 20 ans de projets numériques à fort impact social, notamment en Afrique. Alors on va commencer par ces chiffres. Regardez, en 2024, les États-Unis ont lancé plus de 2200 satellites, dont 70% via SpaceX, tandis que l'Afrique n'en a mis en orbite que 6 au total. Alain Delium, vous parlez de souveraineté numérique africaine, mais comment l'Afrique peut-elle bâtir une souveraineté crédible quand l'espace est dominé par des acteurs américains privés? Alors c'est vrai que quand on regarde ces données, ces chiffres, ils font un peu peur puisque l'Afrique semble assez faible sur son expansion satellitaire. Maintenant, un acteur comme SpaceX est en train de dynamiser, si je puis dire, les chiffres des Américains, mais d'une manière générale, la mise sur orbite de satellites n'est pas le point de départ de la construction de la souveraineté numérique. Le point de départ de cette construction de la souveraineté numérique, c'est tout simplement de se dire qu'est-ce que veut le continent? Est-ce que le continent veut collecter ces données, protéger ces données et exploiter ces données? Ça, c'est le point de départ. S'agissant de l'approche satellitaire, il y a aussi des voies de passage. Des voies de passage, si le continent et les pays du continent ne raisonnent pas de manière nationale, mais raisonnent de manière collégiale, de manière régionale, pour pouvoir mener à bien des projets satellitaires qui, eux, ne peuvent faire du bien à la souveraineté numérique africaine que si et seulement si ils sont adossés à un système de collecte et d'exploitation des données qui soit fait sur le sol africain. Alors justement, avant de poursuivre, cet autre chiffre aujourd'hui, sur les 13 000 satellites en orbite, les États-Unis en contrôlent près des 2/3. L'Afrique, elle, représente moins de 1% de cette présence spatiale. Concrètement, qu'est-ce que l'Afrique risque aujourd'hui en restant dépendante d'infrastructures et de données, comme vous le dites, contrôlées par des acteurs étrangers? Le risque, il est majeur. Ça veut dire quoi pour le continent africain et les pays qui le composent? Ça veut dire tout simplement être aux abonnés absents quant à sa gouvernance et quant à sa stratégie de développement. Pourquoi? Parce que vous ne détenez pas l'information. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit se dire que ne pas avoir ces données financières, ces données économiques telles que celles qui sont relatives aux douanes, ou alors ces données d'éducation, ou alors ces données de santé, eh bien ça veut dire ni plus ni moins que vous ne vous donnez pas les moyens de pouvoir contrôler votre développement parce que vous ne disposez pas de ces informations. Si on revient à la dimension satellitaire, je réitère, c'est-à-dire que cette dimension satellitaire, il est possible pour le continent africain de la préempter avec une approche régionale, mais toujours est-il qu'il faut que cette approche régionale soit adaptée aux besoins de l'Afrique, c'est-à-dire observation, génération de données dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, par exemple. Alors, on l'a vu, en quelques années, seuls 6 satellites africains ont été lancés. Rwanda, Sénégal, Djibouti, Zimbabwe, Maroc. Est-ce que les stratégies nationales suffisent ou faut-il envisager un projet continental pour faire face aux blocs américains, chinois, européens, russes ? Alors ça, c'est une question qui est de la première importance. On l'a bien noté aujourd'hui que l'ensemble des pays de la planète, et notamment les pays occidentaux, ou en tout cas se trouvant au nord, étaient en train d'investir massivement, ne serait-ce que sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a les États-Unis qui, à travers les GAFAM, ce fameux regroupement des acteurs, des grands acteurs de la tech américaine, ou les acteurs de la tech chinoise, qui sont importants, on ne peut pas rivaliser avec eux de cette manière-là aussi facilement. La seule voie de passage, là aussi, c'est d'avoir finalement un système de coopération régionale, un système de coopération même continentale. Ce système de coopération peut aujourd'hui être le fruit à la fois d'une vision unifiée s'agissant des standards d'un cloud souverain, de pouvoir unifier également les infrastructures, de pouvoir unifier également les questions de cybersécurité et d'une manière générale de pouvoir construire un marché digital africain unique. Donc aujourd'hui, la quasi-totalité des données africaines est hébergée hors du continent. Selon vous, que devrait être la priorité? Aujourd'hui, la priorité en matière de construction de ce modèle, c'est de pouvoir se dire
point de départ, voilà, on fabrique, on investit, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui investissent massivement sur des data centers. La question qui convient de se poser, c'est est-ce que ces data centers sont accompagnés d'expertise pour pouvoir traiter la donnée? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous venez de construire une cathédrale qui est vide. Deuxième point, est-ce que le cloud en tant que tel, est-ce qu'il est accompagné également de ces structures d'hébergement souveraines? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous avez du cloud, mais vous continuez à héberger, donc à exploiter vos datas à l'extérieur. Autre élément lié à cette souveraineté numérique, l'éducation numérique. Vous pouvez avoir tous les talents, et Dieu seul sait, mais pas simplement Dieu le sait, les talents en Afrique, s'agissant de la question numérique, c'est incroyable. Moi, mon métier, c'est de me promener dans tout le continent, de travailler avec beaucoup d'États, de travailler aussi avec les talents de ce continent. Ils sont nombreux, mais pas forcément formés sur une base d'outils numériques souverains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous formez vos talents pour l'extérieur. Justement, vous défendez un modèle de citoyenneté numérique. Comment un outil technologique made in Africa, en l'occurrence, peut-il réellement transformer l'accès, comme vous le dites, à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à l'inclusion financière aussi? La question du numérique citoyen, finalement, on pourrait l'inscrire également dans on pourrait la dénommer de la manière suivante, Tech for Good et même IA for Good. Donc, pas simplement de la tech et de l'IA pour des aspects qui sont liés à des aspects ludiques, voilà, pour le bien, pour le progrès social, mais véritablement pour le progrès social. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde effectivement le continent africain, qui par exemple, l'inclusion financière a connu un essor sans précédent grâce à un modèle mobile, eh bien on voit bien que cette tech-là, qui a favorisé l'inclusion financière à travers le téléphone mobile, il faut pouvoir l'amplifier. Il faut pouvoir l'amplifier autour de 3 pôles. Premier pôle, acquérir une expertise à minima d'assemblage, pour ne pas dire à terme de conception d'un ordinateur ou d'un téléphone portable qui soit made in africain. Deuxième élément, deuxième composante de cet écosystème, pouvoir effectivement fabriquer des services qui sont des services facilement accessibles avec son téléphone portable. Et là, on parle de quoi? Services de santé, services éducatifs, services d'inclusion financière, accès à un logement. Et troisième élément de cette composante, après avoir parlé à la fois de ce qu'on appelle prosaïquement le device, que ce soit l'ordinateur, le téléphone portable ou les services en tant que tels, eh bien la data. C'est-à-dire que de faire en sorte que tous ces services qui sont utilisés et qui génèrent beaucoup d'informations soient une information qui soit stockée, protégée, exploitée par les talents de cet écosystème pour enrichir les politiques publiques et faire en sorte que ces politiques publiques soient plus alignées avec les besoins des populations. Et avoir le contrôle de sa data, est-ce un vecteur de paix également? Je pense par exemple à l'est de la RDC. Oui, tout à fait, c'est un vecteur de paix. Pourquoi? En tout cas, c'est un vecteur de paix à partir du moment où il y a une volonté politique. Puisque d'une manière générale, pour fabriquer cet écosystème qui assure la souveraineté numérique des pays du continent, et donc de revisiter les termes de coopération, les termes de l'échange entre les pays du Nord et les pays du Sud, l'Afrique étant au centre de cette notion qu'est le Sud global, eh bien, lorsque vous dites le numérique peut être un vecteur de paix, ça veut dire que vous avez la possibilité, par exemple, avec des plateformes aujourd'hui, quand elles sont bien utilisées, d'anticiper j'allais dire du bruit négatif, mais plus que du bruit négatif, d'anticiper des entreprises de déstabilisation. Je vous donne un exemple. On n'est plus sur le continent africain, on est sur le continent européen et on est en terre hexagonale. Quand vous voyez aujourd'hui ce que mène la Russie en matière de guerre hybride et en matière d'invasion des réseaux sociaux pour pouvoir colporter des choses qui ne correspondent pas à la réalité, mais qui ont pour ambition de diviser le pays, eh bien vous avez là l'exemple parfait qui montre que à rebours, la tech peut servir, la data peut servir à un élément de paix, si je puis dire, à favoriser la paix. Et on voit aussi que quand c'est mal utilisé, ça favorise la discorde. Alors on sait que les États africains sont confrontés à une pression budgétaire très forte. Comment financer cette souveraineté numérique sans tomber dans une logique de dette ou de dépendance à de nouveaux partenaires? Tout à fait. Il nous reste quelques secondes. Oui, alors en quelques secondes, vous savez, la vraie question, s'agissant de cela, c'est de se dire, mais pourquoi, quelle est la chose que l'on perd lorsque l'on n'investit pas avec une volonté politique sur ce sujet-là? Aujourd'hui, vous avez des instruments
tels que des PPP, des partenariats publics-privés. Vous avez aussi la possibilité, et je vais m'arrêter là compte tenu du fait qu'il y a le temps qui passe, mais vous avez la possibilité, quand vous regardez la jeunesse africaine, c'est plus de 32%, 33% de la jeunesse mondiale. Elle consomme ardemment les réseaux sociaux de plateformes américaines. Eh bien, on pourrait aussi taxer ces plateformes américaines également en Afrique. Pourquoi? Parce qu'une partie de leur capitalisation boursière et de leur fortune, elle est faite à partir des jeunesses africaines. Alain Deliomme, merci. Je rappelle que vous êtes merci à vous. le PDG de T4H.